Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, les pays membres plus déterminés à renforcer les échanges dans l'espace communautaire, l'accélération de la libre circulation en zone CEMAC ainsi que la poursuite des réformes et la volonté de former une monnaie forte et stable, c'est l'essentiel des résolutions du sommet de Yaoundé qui s'est achevé ce vendredi. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision en ouverture de ce journal. Les tensions géopolitiques mondiales ainsi que l'instabilité des prix des matières premières et les défis sécuritaires plombent les objectifs de la CEMAC réunis ce vendredi à Yaoundé pour le sommet extraordinaire des chefs d'État. Les dirigeants de l'institution ont donc passé en revue la question de l'intégration ainsi que l'avenir du franc CFA. Les chefs d'État au terme des travaux se sont donc engagés à renforcer les échanges communautaires, accélérer les procédures de libre circulation en zone CEMAC et réaffirmer la volonté de former une monnaie forte et stable. Le chef de l'État, Paul Biya, qui préside dans les travaux, donc, a appelé ses homologues à débattre et d'arrêter des mesures complémentaires pouvant donc consolider le redressement économique de la sous-région Afrique centrale. Nous l'écoutons. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il vous souvient qu'en 2016, au moment où des menaces importantes pesaient sur les équilibres macroéconomiques et budgétaires de nos pays, affectant dangereusement la situation de nos réserves de change, nous nous sommes réunis ici même à Yaoundé. Nous avons alors pris d'importantes résolutions pour juguler la crise qui s'annonçait. Il y a lieu de constater, pour s'en féliciter, que 3 ans après, la plupart de nos États les ont mises en application. D'autres sont en voie de le faire. Par conséquent, nous constatons que la situation économique de notre sous-région tend à s'améliorer substantiellement. Le taux de croissance sous-régional s'est situé à 1,8% en 2018. L'inflation se trouve en dessous de 3%. Les déficits budgétaires et extérieurs sont sensiblement réduits. La dette publique se situe à près de 50% du produit intérieur brut pour l'ensemble de la communauté. Les réserves de change de l'espace CEMAC s'établissent à présent à plus de 3 mois d'importation, écartant ainsi le risque d'ajustement monétaire. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, s'il est indéniablement admis que l'orientation de la situation économique et financière de notre sous-région va dans la bonne direction, il n'en demeure pas moins que des vulnérabilités subsistent. Le contexte macroéconomique mondial est incertain. Les tensions géopolitiques et commerciales menacent l'épanouissement des échanges au niveau mondial. Ce contexte a conduit le Fonds monétaire international à réduire ses prévisions de croissance mondiale pour cette année. La volatilité des prix des matières premières continue d'affecter nos économies, dont la diversification doit plus que jamais s'amplifier. Les défis sécuritaires continuent d'exercer une forte pression sur nos finances publiques. Il est dès lors permis de penser
que les présentes assises nous donnent à nouveau l'occasion d'échanger et d'arrêter des mesures complémentaires pouvant consolider le redressement économique de notre sous-région. C'est la réaction du chef de l'État, Paul Biya, ainsi que le président d'exercice de la CEMAC lors des travaux du sommet extraordinaire qui s'est achevé ce jour à Yaoundé. Autre actualité au cœur de ce journal, le calme est de retour au sein de la PHP, plantation du Haut-Pendia dans le département du Mungo après des jours de vives tensions. Les employés grévistes et le top management n'ont pu trouver un terrain d'entente au sujet des revendications formulées par les manifestants et dont suit les résolutions prises au thème de la réunion de crise. Suivons ce reportage de Jacques Molon et de Michel Ngatiou. Les tensions qui ont ces derniers jours secoué les plantations de Haut-Pendia dans le Mungo connaissent un début de solution. La grande réunion de crise initiée à l'occasion entre les employeurs grévistes, les gestionnaires de la PHP et les différents syndicats accouchent d'un protocole d'accord en vue d'enterrer la hache de guerre. Nous avons enfin trouvé une solution à notre problème. Nous avons pris la résolution tous les 72 de lever la grève. Nous tous, nous avons pris des engagements et du coup, nous n'avons plus de plaintes. Les autres continuent les services. Ces 72 gardiens qui opéraient à la direction générale, appelés intendances, sont ceux concernés par le licenciement. Sur le chapelet des résolutions engagées lors de la réunion des 19, 20 et 21 novembre 2019, l'entreprise dit comprendre l'enjeu et la tâche qui lui incombait dans cette crise. En tant qu'entreprise citoyenne, nous avons pour devoir régalien de respecter d'abord la législation. Et c'est malheureusement dans cette procédure-là, en voulant respecter cette législation, qu'à un moment donné, il y a eu des malentendus qui n'ont pas forcément plu à tout le monde. Et après, les uns et les autres n'ont pas été satisfaits de ce qui avait été fait comme calcul de droit et raison pour laquelle nous sommes arrivés à cette conclusion. Et pour entériner ce protocole, les présidents de base des syndicats qui y ont activement contribué afin de donner du sens à la négociation croient avoir dénoué le problème. En dehors des droits légaux, chaque travailleur aura un bonus de 100 000 francs par année d'ancienneté. En plus, ceux des travailleurs concernés qui n'ont pas atteint 5 ans d'ancienneté, il y aura un minimum de 500 000 francs. Donc, personne ne partira sans avoir un minimum de 500 000 comme bonus en fonction de ce que nous avons signé dans le protocole d'accord. Au vu des dégâts causés et la répression qui a eu cours lors des manifestations devant l'entreprise PHP ces derniers jours, l'autorité administrative propose. Ceux qui manifestaient étaient plus nombreux que ceux qui étaient concernés par le problème. Donc nous souhaitons que nos populations soient conscientes lorsqu'il y a des différends avec leur employeur. Tout en restant attentif à l'application des clauses retenues dans le protocole, il est à rappeler que l'entreprise Plantation des Haut-Pendia, dans son déploiement, a boosté en 2019 son exportation de bananes à plus de 3200 tonnes. Une progression économique qui impose un regard attentif sur les conditions de vie de ses employés afin de prévenir d'éventuelles crises. Et du grabuge au sein du RDPC à Meyomessala, le seul handicapé de la liste potentielle de conseillers municipaux a été recalé. Ce dernier dénonce les magouilles qui visent, selon lui, à bafouer la circulaire du chef de l'État, du président national du RDPC, au profit des intérêts égoïstes et mercantilistes. Pourtant, au comité central, l'on rassure que la notion de minorité évoquée dans la circulaire est bien prise en compte. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Ganstrop et Élisée Borba. Candidat au poste de conseiller municipal à la commune de Meyomessala, Raymond Bar Mekamba vient d'échouer tout près du but. Mon dossier était un dossier très complet par rapport au candidat, mais la commission a validé son dossier. On ne comprend pas les choix de nos aînés, parfois, qui n'aiment pas nos villages, qui roulent pour eux-mêmes et pour leurs intérêts. On ne peut pas comprendre. J'ai une double presse, j'ai une imprimerie. Pourquoi on ne veut pas le développement dans nos villages? Pourquoi on veut toujours faire le nivellement vers le bas? Cet handicapé et patron de presse dénonce pêle-mêle les magouilles orchestrées par la commission de présélection sous fond de règlement de compte politique. Le président national pense au développement de son pays. Il dit voici ce que vous devez faire. Mais les gens qu'on envoie sur le terrain, c'est les vautours, c'est les caïmans. Et ils placent leurs personnes parce que quoi? Ils veulent que les conseillers régionaux
Parce qu'ils savent que ce sont ces conseillers qui vont les voter. Parce que c'est ça la stratégie. Il y a eu des actes de corruption. J'ai mentionné ça dans la requête. Ils ne prennent pas ça en considération. Il y a une minorité. Vous ne prenez pas ça en considération. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Vous voulez créer une république de frustrés? Si déjà chez moi, on n'applique pas les instructions du président, on va encore appliquer ça où? Je crois que c'est chez nous qu'on doit faire l'exemple. Le natif de Meyome Sala, dans le Djaïlobo, est d'autant plus frustré que la circulaire du président national du RDPC demande de tenir compte des minorités dans la constitution des différentes listes. Même si le document ne donne pas de précisions sur le cas des personnes handicapées, il n'y a que les explications puisées au comité central lèvent tout équivoque. Devant cette ambiguïté, je me suis rapproché du comité central du RDPC mardi. J'ai été reçu par un de ses conseillers, le professeur Ndébi Yembe, qui m'a dit qu'ils ont englobé ces personnes handicapées au sein du terme minorité et que des instructions précises avaient été données aux membres des commissions qui allaient sur le terrain pour tenir compte de l'approche handicap dans la confection des listes. Ce qui s'est passé à Meyome Sala n'est pas un cas isolé. Des échos qui me parviennent et que moi-même j'ai pu recouper sur le terrain, il me revient que les personnes handicapées ont beaucoup plus de difficultés au sein du parti au pouvoir que partout ailleurs. Dans plusieurs localités du pays, les personnes handicapées sont l'objet de frustration. Le dossier de candidature échoue presque toujours aux portes des investitures, ce qui est dommage. Et dans le chaudron de la crise anglophone, le gouvernement fait les yeux doux aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Des caravanes de sensibilisation sont déployées dans plusieurs localités en vue de faire susciter l'adhésion de ces populations aux recommandations du Grand Dialogue national. Cependant, elles n'ont pas manqué de faire part de leurs incompréhensions ainsi que inquiétudes face à cette situation. D'autres précisions dans ce reportage de Xavier Foucault. Des caravanes déployées dans le nord-ouest et le sud-ouest, en vue de sensibiliser les populations afin qu'elles adhèrent aux recommandations du Grand Dialogue national, alors que les exactions se poursuivent sur le terrain. Vous nous dites de laisser, ils nous dérangent assez. Ils ont tiré sur 2 enfants ici à côté. Il y a un à qui on a coupé une jambe. Il est actuellement à Bafoussa. À Limbe, dans le département du Fako, région du sud-ouest, les populations disent ne pas saisir le sens de l'expression statut spécial. Que signifie statut spécial? Essayez de le simplifier pour que je puisse mieux comprendre. Ces populations n'ont pas manqué de rappeler les promesses non tenues du gouvernement. Le président nous avait parlé du port en eau profonde de Limbe. Nous n'avons rien vu. Le port a sauté de Limbe pour se retrouver à Kribi. Les populations demandent donc au gouvernement de passer des discours aux actions concrètes. Qu'ils viennent dire que le travail a repris à la CDC. Qu'ils disent à ces enfants, sortez de la brousse. Vous serez employés par la CDC. S'ils leur demandent juste de sortir de la brousse, ils ne le feront jamais. Pour convaincre les populations, des réunions de concertation se sont faites dans le département de la Mézam, région du nord-ouest, en vue de faire passer le message à travers les groupes d'associations. Dans le Dongamantoun, toujours dans le nord-ouest, la caravane s'est déployée sur le terrain dans des localités comme Tabeken, Mbi, Mbinka et Nkambe. La caravane s'est rendue dans des établissements scolaires secondaires et primaires et a eu des discussions avec des responsables d'associations et de communautés. Ici aussi, les populations demandent au gouvernement de passer du discours aux actions concrètes, ce qui pourrait réellement contribuer à décrisper la situation sur le terrain. Dans le reste de l'actualité, plusieurs semaines après la catastrophe meurtrière de Ngouaché à l'ouest Cameroun, les sinistrés sont toujours dans l'attente d'un recasement tel que promis par le gouvernement. Ces familles viennent de recevoir un appui financier et moral des âmes de bonne volonté. Le reportage de Leclerc Sakem. Après la cérémonie des obsèques des 43 décédés suite à la catastrophe de Ngouaché, les victimes attendent encore l'attribution des lots dans le site définitif de recensement mis à leur disposition par le gouvernement de la République. Quelques semaines après le sinistre, les 183 familles déguerpies de la zone déclarée non constructible sont encore logées dans les 3 sites provisoires. Les aides alors accordées par les personnes physiques et morales ont été distribuées à la place des fêtes de Bafoussa. Nous sommes tous avec eux. Nous sommes en train de traverser des moments douloureux.
avec cette catastrophe, mais je peux les assurer que le gouvernement est avec eux depuis le jour de ces drames. Et comme ils ont constaté, il y a des gens de bonne volonté, les associations et les pays amis qui sont également en train de venir à leur aide. Cette échelle de solidarité réconforte les victimes. Ce n'est pas facile. Quelqu'un comme moi, ce n'est pas facile de perdre toute une famille avec la dame en un coup. Ce n'est pas facile. C'est donc quand on nous a gardés à l'hôpital, c'était bien. Moi-même, j'apprécie ce geste parce que sans ça, je n'ai pas été à l'enterrement de mes enfants et mon épouse. Si moi-même, si j'arrivais là-bas, on devait nous enterrer, nous tous. Parce que lever un beau matin, fermer, enterrer tous les enfants qu'on est ensemble tous les jours. Parce que ma première fille pouvait déjà préparer ce qu'elle me donnait, ce qu'à moi, je mange. Je parle en tant que rescapé, puisque je quitte le lieu et après 30 minutes, on m'appelle pour dire qu'il y a éboulement. Tous les membres de ma famille, mes plus proches, ceux qui me soutenaient de près et de loin, ont disparu. Ils ne seront plus jamais près de moi. Et c'est pourquoi est-ce que j'ai tenu à parler hier avec la colère. Mais dans ces circonstances et avec les jours qui avancent, je suis un peu réconforté par ce soutien qui vient de part et d'autre. Les produits alimentaires, le matériel de couchage, des appuis financiers ont été remis aux différents ayants droit. Au nom des décédés, aux rescapés encore sous le choc. Les tolls à 183 familles déguerpies. Ces sinistrés caressent le reste de voir leur recasement se concrétiser. Ils invitent par ailleurs les autorités à accélérer la procédure. Et nous restons toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, cette fois-ci dans le département d'Undé, où un présumé champ de chanvre indien entièrement détruit au village Mbanenkane. Environ 2 hectares détruits, réduits ensemble. Le propriétaire de la plantation interpellé s'inscrit en faux dans les accusations portées contre lui. Il déclare ouvertement qu'il ne s'agit nullement du chanvre indien, mais plutôt des plantes médicinales pouvant soigner le paludisme. Le reportage de Jérôme Narcisse Obzi. C'est un véritable combat contre la culture du chanvre indien qui est désormais mené par M. Franklin François Etapa, préfet du département d'Undé. En effet, jeudi dernier, un champ de chanvre indien d'environ 2 hectares de plantes a été brûlé par les forces de maintien de l'ordre dans le village de Banenkane, arrondissement de Banganté. En quoi le préfet du département d'Undé, le cannabis est très cultivé dans son département. Le plus important n'est pas de savoir comment on a découvert le champ ou la plantation. Mais le plus important, c'est de mettre en péril tout ce qui peut, n'est-ce pas, nuire non seulement à la santé des populations, mais toute chose qui peut, n'est-ce pas, constituer des vecteurs pour l'insécurité. Notre objectif majeur, c'est de lutter contre l'insécurité. La découverte est le fruit d'une enquête ouverte à la suite des dénonciations des populations. C'est alors que le commandant de compagnie de gendarmerie d'Undé, Lélène Gompe Bosco et ses éléments vont entamer une filiation, laquelle va aboutir le 21 novembre 2019 à l'interpellation de M. Ekumo Abenuel, propriétaire de ce champ. Interpellé à ce sujet, celui-ci déclare qu'il ne s'agit nullement de chanvre indien, mais plutôt de l'artémisia, annua et afra, 2 variétés de plantes médicinales qui soignent d'après lui le paludisme. Millénaire en Chine qui soigne et guérit le paludisme. C'est à base de cette plante qu'on fabrique le quartem. Donc on enlève un seul principe actif qu'on appelle l'artémisinine, qu'on combine à d'autres molécules pour avoir les ACT, pour guérir le paludisme. Enfin, j'en suis sûr et certain, c'est de l'artémisia annua et afra. J'en suis sûr et certain. Une version balayée du revers de la main par les autorités du département d'Undé qui déclarent avoir mené au préalable des études dans des laboratoires agréés et qui ont confirmé qu'il s'agit bel et bien des plantes très dangereuses pour la santé. Au total, 2 versions contradictoires qui ont finalement accouché de l'ouverture d'une autre enquête afin d'être bien fixées sur la véracité de cette information. En attendant connaître la suite de ce feuilleton, le propriétaire de ce champ estime à plus de 20 millions de francs CFA les dégâts causés par ces destructions.
Et cette note en santé, l'épidémie de choléra qui sévit dans la région du sud-ouest Cameroun vient de faire de nouvelles victimes. Le dernier comptage fait état de 6 morts, 34 autres cas suspects et 1 confirmé. Signalons que 3 localités sont touchées, notamment Idabato, Djabane ainsi que Ekondo Titi dans la région du sud-ouest Cameroun. À présent, ce public reportage Duval Institute vient de franchir un nouveau palier dans sa mission de redorer l'image de l'éducation au Cameroun. Le groupe vient de signer un partenariat qui est pour la construction d'un institut supérieur ayant pour but de former des ingénieurs au Cameroun. Reportage. L'Institut, après la maternelle, le primaire et le secondaire, bientôt le supérieur. Le partenariat Duval Institute, BDEAC, a été signé à Yaoundé. Un accord de prêt pour le projet d'extension pour une durée de 7 ans. L'Institut Duval, c'est un centre qui a déjà démontré son expérience et ses excellences dans le domaine de l'enseignement de l'éducation au Cameroun. Et il continue son développement vertical pour atteindre maintenant la formation supérieure. Et nous disons qu'en tant que banque de développement qui doit promouvoir et financer ce développement. BISEC, autre partenaire de poids qui accompagne le projet depuis 2013, donne des garanties quant à son implication sans faille pour soutenir l'éducation et par là le développement du Cameroun. 2 choses ont motivé les choix, c'est que la BISEC était déjà partenaire financier de l'école Duval et a eu l'honneur d'être sollicité de ce fait-là par la BDEAC pour accompagner la 2e tranche de financement en tant que banque agent. Et bien évidemment, nous avons répondu présent, puisque pour nous, en tant que banque citoyenne, il est important de promouvoir aussi l'éducation dans le pays et dans la sous-région. Donc c'est à ce titre-là que nous avons participé à cette opération. Duval Institute, créé en 2013, a su au fil des années se hisser au rang de leader, avec un accent sur la formation des apprenants. En 2013, nous avons obtenu l'accompagnement financier de BISEC Cameroun pour le démarrage de ce projet social à Douala, qui est la création d'une école moderne aux standards européens pour une couche de population assez modeste, donc accessible aux citoyens camerounais classiques. Et aujourd'hui, nous procédons à l'extension de notre projet sur le plan universitaire. Et au vu de notre manière de faire, la BDAC a donc accepté de nous accompagner dans cette extension universitaire qui est ici la création d'un technopôle universitaire moderne dans la sous-région où devront être formés des ingénieurs. Et le groupe entend aller plus loin encore avec l'appui de ses partenaires. Nous pouvons dire que nous restons disposés à